Bonjour. Ah, c'est cool, la salle est pleine. Petit coup de pression, mais c'est super. Bonjour, je m'appelle Alan Duchesne, je suis freelance, je viens de Nantes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de Bruno, un client d'AP Web qui vient se positionner en tant que concurrent à d'autres outils du marché comme Postman, Hopscotch, Insomnia. Là, j'ai mis que Postman parce que c'est celui que je connais le plus. Donc je vais faire beaucoup de comparaisons par rapport à cet outil-là pendant la présentation. Lorsque la nuit tombe et que les développeurs s'endorment, des développeurs tels que moi, peut-être des développeurs tels que vous, eh ben, on va se rappeler nos outils préférés, des outils comme Postman. Et on va se rappeler à quel point ces outils-là nous comblent de bonheur au jour le jour. Bref, on va rêver. Mais pendant ce temps-là, certains, eux, vont rester éveillés. Certains vont mettre au point des plans machiavéliques. Non content des outils que d'autres se sont échinés à produire pour nous, ils vont créer leurs propres produits et tenter de lancer une révolution. Une de ces personnes, c'est Anoop, le créateur de Bruno. Bon, en vrai, je ne sais pas s'il passait ses nuits debout à créer des plans machiavéliques, mais j'imagine qu'il a fait quelques nuits blanches parce que ce projet-là, pour lui, ça a commencé en tant que side project pendant son travail de développeur dans une entreprise dont j'ai oublié le nom. Et pendant 2 ans, il a créé ce projet-là en tant que side project, et depuis janvier cette année, il s'est mis à 100% dessus, et puis il y a une petite équipe qui se monte autour du projet. Je crois qu'ils sont 5 maintenant, lui, 4 autres, et ce superbe Golden Retriever qui s'appelle Bruno. Là où certaines personnes donnent le nom de leurs enfants à leurs produits, MariaDB, par exemple, MySQL, et ben Anoop, lui, il a donné le nom de la personne qu'il aime le plus, enfin de l'être qu'il aime le plus, Bruno. Et tant qu'à faire, le logo représente aussi la tête de son chien. Alors un peu plus sérieusement, qu'est-ce que c'est Bruno ? Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est un client d'API Web qui va être un peu comme les autres, à ceci près qu'il va avoir des différences. Et on est là aujourd'hui pour voir ces différences-là. Chaque fois que vous verrez une astérix dans les slides, ça montrera que cette feature-là, c'est une différence avec l'outil Postman ou les autres outils du marché. Il y a d'autres outils du marché, il y en a pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin, pourquoi Anoop a eu envie de faire un nouvel outil ? Anoop, c'est un ancien utilisateur de Postman, et il s'est trouvé très frustré de l'utilisation de Postman pour 2 raisons. Déjà, il a vu l'évolution de Postman, qui était parti d'un outil simple et qui s'est complexifié au fur et à mesure, et qui est devenu globalement assez lourd et qui fait plein de choses maintenant. Deuxième chose qui l'a le plus dérangé, c'est quand on travaille avec Postman, on est obligé de se créer un compte, se connecter, partager toutes ces collections sur les serveurs de Postman. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce qu'ils en font finalement. Et Anoop, pour lui, c'était c'est mes requêtes, c'est à moi, c'est mes informations, c'est privé. Je n'ai pas envie de les partager avec n'importe qui. J'aimerais bien pouvoir travailler en local sur mon poste et faire finalement ce que j'ai envie avec mes informations. Du coup, il s'est dit, je vais créer un outil simple, efficace, tant qu'à faire open source, avec du zéro cloud. Et c'est comme ça qu'est né Bruno. Qui dit client d'API Web dit envoi de requêtes. Avec Bruno, on va pouvoir envoyer des requêtes comme tous les autres clients d'API Web du marché. À ceci près, qu'on va avoir une différence énorme, c'est que tout ce qu'on va faire, ça va être stocké en local sur notre poste. Je vais beaucoup switcher entre mes slides et de la démo, parce que j'adore les démos. Donc désolé pour le vomi avec les switches d'écran. Alors je vais commencer par lancer Bruno. Et puis je vais m'asseoir un petit peu, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, la première chose qu'on peut voir, pour les utilisateurs de Postman par exemple, si vous voulez faire la comparaison, c'est que ça se lance assez rapidement et que je n'ai pas besoin de me connecter et je ne suis pas connecté, là c'est vraiment du 100% hors ligne. Première chose, je vais créer une collection. Qu'est-ce que c'est une collection ? C'est un ensemble de requêtes qui vont s'organiser comme je vais le vouloir. Donc je crée ma collection, je lui donne un nom, au hasard DevFest Strasbourg 2024, et ce qu'on va me demander, c'est de choisir une localisation sur mon poste. Parce que, encore une fois, tout est 100% en ligne, tout est fichier avec Bruno. Donc je choisis un endroit, je fais créer, ma collection apparaît sur la gauche, donc là c'est ma liste de collections, et je vais pouvoir ajouter une requête dedans. Pour ceux qui connaissent Postman, déjà vous n'êtes pas trop perdu sur l'interface graphique. Qui connaît à main levée Postman ? Un petit peu. Qui connaissait Bruno avant de voir le nom Bruno sur le titre de ma presse ?
Ah bah quand même pas mal, ok, c'est cool. J'espère que je vais vous apprendre des choses. Alors, je vais commencer par créer une requête à l'intérieur. Contexte, sur mon PC, tourne en local un serveur d'API qui me permet d'interagir avec une liste de films. Donc, je vais créer une requête qui me permet d'aller lire des films. J'ai besoin d'une requête de type HTTP avec un verbe get. Elle est en local, donc localhost, et ça tourne sur le port 3000. J'ai un service qui est exposé sur le endpoint movies, je fais créer, là ça me crée ma requête, et première chose qu'on me propose, c'est est-ce que je veux lancer en mode safe ou en mode développeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Avec Bruno, je peux exécuter du code JavaScript. Qui dit exécuter du code dit potentiellement je peux accéder à la machine et faire des choses un petit peu malveillantes. Donc soit je me positionne en mode safe, et là je vais avoir une sandbox sécurisée, et tout ce que je vais faire à l'intérieur de Bruno ne pourra pas accéder à ma machine. Ou alors je me mets en mode développeur, c'est parti YOLO, je fais confiance à la collection et à l'auteur de la collection, voilà c'est moi, donc je me fais confiance, je sauvegarde, et là c'est parti. Sur la partie droite, vous pouvez voir la requête qu'on vient de créer ensemble, l'URL du endpoint que j'essaie de requêter, et je peux exécuter cette requête-là, et sur la droite, je vois la liste de mes films. Voilà, on ne s'attarde pas forcément sur les données qu'il y a là-dedans, mais voilà, il y a le résultat. Est-ce que pour les gens qui sont au fond, c'est assez gros? Ok, super. Je vous ai dit que tout était 100% hors ligne, que tout était fichier. Donc forcément, si j'ai créé ma collection et que j'ai créé une requête à l'intérieur, bah, je vais devoir la retrouver quelque part sur mon poste. Bon, j'avais déjà préparé, c'est tombé ici. Donc ça, c'est le nom de ma collection. Voilà, c'est sûrement petit. Faites-moi confiance, parce que je ne sais pas comment zoomer là. Mais là, c'est le nom de ma collection. Ici, j'ai le nom de ma requête. Et je vais l'ouvrir dans mon IDE, ce sera un peu plus visible. Là, normalement, c'est bon aussi pour ça au fond? Ça va? Ok. Donc là, j'ai ma requête qui s'appelle « Lire des films » qu'on vient de créer ensemble, et on retrouve une extension un peu bizarre, .bru. Donc, le .bru, c'est une extension qui vient avec Bruno et qui nous permet de créer des fichiers avec un nouveau langage, le langage Bru. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? C'est une nouvelle extension créée par nous pour le produit Bruno, qui se veut être un langage de balisage simple, organisé par bloc. Là, j'ai deux blocs, le bloc meta et le bloc get. Et normalement, c'est facilement compréhensible pour un utilisateur humain, même si on n'est pas développeur. Exemple, le premier bloc représente les méta-informations de ma requête. Je vois que j'ai un nom de requête qui s'appelle lire des films, j'ai un type HTTP, et c'est HTTP, verbe get, je requête mon URL, /movies, je n'ai pas de body, je n'ai pas d'authentification. Donc là, en théorie, on se dit c'est facile à lire. Bon, il y en a des un peu plus compliqués, mais globalement, ça reste facile à lire. Attention vomi, je repasse sur les slides. On a vu ensemble comment faire des requêtes, que tout était stocké en local sur notre poste. On a vu le langage Bru, c'était un langage de balisage simple et qui permet d'écrire tout ce qui va composer nos collections. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va voir la notion de variable et de secret. On va pouvoir créer des variables dans Bruno, comme dans tous les outils du marché, sauf qu'il va y avoir évidemment encore quelques petites différences. Ne vous attardez pas sur les 7 types de variables, je vais les montrer en démo, mais on va pouvoir créer des variables de types différents, et on va pouvoir y accéder et s'en servir dans nos URL, dans nos bodies, etc. Et bien, démo time. Hop. Je ferme ça, je vais fermer la collection qu'on vient de créer ensemble, parce que j'en ai déjà préparé une pour gagner du temps pendant la démo. Donc je la close. Là, ce qu'on me dit, c'est « Ok, tu la fermes. Je ne vais pas supprimer ta collection, mais je vais juste rompre le lien qu'il y a entre Bruno et ton système de fichiers. » Donc là, je la ferme. Si je retourne sur mon bureau, je retrouve cette collection-là. Elle est bien encore présente sur mon poste. Je pourrais la réimporter dans Bruno si j'avais envie de continuer de travailler dessus. Bon, moi, je la vire. Il y a du son. Donc je vais passer sur ma collection Movies, qui est déjà toute prête pour requêter mes films, et on commence à voir des choses un peu différentes de tout à l'heure. Là, si je vais en surbrillance là-dessus, ça c'est une variable. La syntaxe moustache, c'est 2 accolades ouvrantes et fermantes. Si je vais au survol, je vois qu'il y a une valeur qui est dedans.
Cette variable-là, elle est stockée ici, dans ce qu'on appelle des environnements qui vont contenir des variables d'environnement. Donc là, je peux les configurer, je peux en créer, je peux les modifier, etc. Donc là, j'ai un environnement qui s'appelle local, qui me permet de travailler avec mon API en local. J'ai certaines variables, base URL, test, username, etc., qui ont des valeurs associées, et je peux en déclarer certaines comme étant secrètes. Vous voyez là-dedans des données sensibles qu'on n'a pas envie de partager avec les autres. Je reviendrai dessus juste après. Ces variables d'environnement, je vais pouvoir les utiliser partout dans ma collection. Par contre, si je change de collection, je vais sur une autre, je clique ici, là je n'ai plus les mêmes informations. Je peux faire d'autres environnements, mais ce seront des variables avec des valeurs différentes. Si je retourne sur ma collection Movies, et que je veux des variables d'environnement qui soient partagées entre plusieurs collections, je peux créer des variables d'environnement globales, de la même façon qu'on vient de le faire avec les variables d'environnement classiques. Et ça, elles seront partagées entre toutes mes collections. Autre type de variables, les variables de collection. Si je clique sur ma collection, je vais à Settings. Ici, j'ai un onglet var qui me permet de créer des variables de collection qui seront accessibles partout dans ma collection. Si je veux un niveau de détail un peu plus fin dans des types de variables, je crois que c'est par là. Je peux faire au niveau dossier, donc Settings sur ce dossier-là. Là-dedans, je peux créer des variables. Ces variables ne sont accessibles que dans les requêtes qui composent mon dossier, donc seulement dans cette requête-là. Et si je veux faire la même chose, c'est possible aussi au niveau requête. Ici, j'ai aussi un onglet var, et là-dedans, je peux créer des variables de cette façon-là. Donc voilà un petit peu pour les variables. Maintenant, j'ai dit que je reviendrai sur les variables secrètes tout à l'heure. Comme les autres outils du marché, je peux créer des variables secrètes. Bon, là, je vous les montre parce qu'elles ne sont pas vraiment sensibles, c'est pas important, c'est pour la démo. Donc là, j'ai un utilisateur qui s'appelle John, je peux la masquer. Le fichier qui va représenter mes environnements avec cette variable-là, ce sera masqué si je la sélectionne en tant que secret. Donc, ainsi, si je partage mon fichier avec quelqu'un, il ne pourra pas voir cette valeur-là. Donc soit je la gère avec des checkbox, comme tous les autres outils du marché, soit il y a une autre façon de faire avec Bruno qui s'approche un peu plus de la façon dont les développeurs vont travailler, avec un fichier .env. Si je retrouve mon WebStorm, ici, tac. Donc là, j'ai un fichier .env qui est à la racine de ma collection, et dedans, je vais pouvoir créer des variables et leur donner des valeurs. Donc là, c'est une deuxième façon de faire. Et si je retourne maintenant sur ma collection, il y a deux façons de faire pour accéder aux variables, soit avec la syntaxe moustache, soit pour les variables de type process, celles qui vont être dans mon fichier .env, ça va être de cette façon-là, process.env, le nom de ma variable. Et si je vais au survol, je peux aussi voir la valeur parce que mon fichier est au même niveau que ma collection et Bruno est capable de lire. En fait, Bruno, c'est simplement un interpréteur visuel de tous les fichiers que je vais avoir dans ma collection. Je reswitch sur la présentation. Donc on a vu les variables, on a vu qu'il y avait différents types de variables. Si vous voulez regarder un peu plus en détail ça, vous pouvez regarder dans la doc pour tous les types de variables et ce qu'on peut faire avec. On a des variables d'environnement, on a plusieurs façons de gérer les secrets, soit par checkbox, soit par fichier .env. Et maintenant qu'on sait ce que sont les variables et ce qu'on peut en faire, eh ben on va pouvoir aller un peu plus loin encore avec la notion de script. Alors qu'est-ce que c'est les scripts? Les scripts, c'est exécuter du code soit avant l'appel de ma requête, soit après. Et donc, avec Bruno, c'est du code JavaScript. On va avoir à disposition deux objets, rec qui représente l'information de ma requête, mon body d'envoi, mon verbe HTTP, les informations de headers, etc. Et un objet qui va représenter la réponse. Combien de temps a mis la requête à s'exécuter, quel est mon body de réponse, etc. Et avec ça, je vais pouvoir récupérer ces informations et les stocker dans des variables et puis commencer à faire des choses un peu marrantes. Exemple. Bon, je nettoie un peu tout pour pas avoir trop de pollution visuelle. Et je vais aller dans ma requête qui me permet de récupérer un jeton d'authentification. Pour ceux à qui ce n'est pas familier, voyez ça comme une pièce d'identité qui va me permettre de rentrer dans mon API pour certains points, certains endpoints qui vont être sécurisés et sur lesquels j'ai besoin d'avoir ce jeton d'authentification. Donc là, je l'appelle, j'ai un jeton d'authentification qui tombe dans ma réponse ici, et je pourrais très bien faire
copier, coller, le mettre dans les requêtes dont je vais avoir besoin, qui vont avoir besoin d'une authentification. Par exemple, ma requête de suppression, dans mes headers d'autorisation, je pourrais faire un copier-coller ici. C'est un peu pénible. Ce que je vais plutôt pouvoir faire, un peu plus malin, c'est stocker le résultat de cet appel dans des variables et me servir des variables dans mes autres requêtes qui vont avoir besoin de cet access token-là. Alors pour ceci, je vais pouvoir utiliser l'objet bru, qui est un objet mis à disposition, qui a une API, donc des fonctionnalités, qui me permettent de faire pas mal de choses, et notamment de setter des variables de manière programmatique. Donc là, je vais donner une clé à ma variable, mon token par exemple, et je vais donner la valeur que je vais stocker dedans. Alors tout à l'heure, un peu rapidement, mais on a vu que dans l'objet res, j'avais ma réponse. Donc dans res, j'ai body, et là-dedans, je peux aller chercher ma propriété access token, exécuter, et là-dedans, et maintenant, ça a stocké dans ma nouvelle variable mon token, le résultat d'access token. Et là, vous me croyez sur parole. C'est faux, ne jamais croire sur parole. Hop. Ici, on a un bouton variable qui me permet de voir les variables de type runtime. Et là, on voit que j'ai mon token qui a une valeur ici. Les variables runtime, ce sont des variables de contexte si elles n'existent que lorsque mon application Bruno est ouverte. Si je ferme mon application et que je rouvre, tout sera cleané. Pour montrer qu'il n'y a pas de triche et que je ne l'ai pas fait avant, je peux faire un coucou. Coucou DevFest. Je réexécute, je retourne voir ma variable, et là on voit que ça s'est bien mis à jour. Donc déjà, c'est un peu plus malin de faire comme ça pour pouvoir m'en servir dans d'autres applications. Et là vous allez me dire, ah oui mais Alan, c'est chiant quand même, parce que ça veut dire que je dois exécuter ma requête de logging avant d'exécuter à chaque fois une requête qui va avoir besoin de cet access token. Et vous auriez raison. Comment est-ce qu'on peut faire encore un petit peu plus malin et un peu plus poussé au niveau des scripts? Si je vais sur ma requête, toujours de suppression d'un film, je vais pouvoir écrire un script qui va s'exécuter avant l'appel de cette requête-là et qui va faire des choses un peu plus complexes, on va dire. Hop, voilà. Alors, ne vous attardez pas sur le début du code. Tout ce que je dis au début, c'est que je vais essayer d'aller chercher dans mes variables, si j'ai une variable qui s'appelle delete access token, je passe un petit peu tout ça. Si cette variable existe et que le token n'est pas expiré, je m'en sers. Sinon, là, je vais faire un appel dynamique dans le script à ma requête de tout à l'heure qui me permettait d'avoir cet access token-là, et je vais stocker le résultat de cet appel-là dans ma variable. Pour faire cet appel-là, je peux utiliser la librairie Axios. Et là, on commence à voir qu'on peut utiliser des librairies dans la partie script. Bruno va nous proposer une liste de librairies préintégrées. Axios en fait partie. C'est celle que j'utilise ici pour faire mon appel. Je fais un appel post sur auth/logging, qui était ma requête de tout à l'heure qu'on a vue pour récupérer un token. Je lui passe un body avec les informations nécessaires pour m'authentifier, username, password, et je stocke le résultat ici. Et après, ça va fonctionner. Pour ceux qui seraient intéressés par les codes, les slides, etc., tout est open source et c'est dispo sur mon GitHub, on pourra en parler après si vous voulez. Maintenant, si je veux aller encore un petit peu plus loin, là j'ai parlé de librairies préintégrées, mais j'ai des librairies, je peux avoir envie de travailler avec des librairies externes. C'est possible avec Bruno, exemple. Ici, j'ai une requête qui me permet de créer des films, ajouter ça à ma liste de films. Pour ceci, je vais devoir... hop là... où est-ce qu'il est, ici, pardon. Hop. J'ai un script qui va s'exécuter et je vais importer, c'est le mot-clé require comme tout à l'heure, je vais importer une librairie Falso qui n'est pas une librairie préintégrée à Bruno. Pour faire ceci, et là ça va surtout parler aux développeurs JavaScript ou TypeScript, je vais avoir besoin de créer à la racine de ma collection un fichier package.json. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un fichier qui est très classique dans le monde de JavaScript. Sur les projets JavaScript, ça va décrire notre projet. Et ce qui va nous intéresser là, c'est qu'il y a une liste de dépendances que je vais déclarer dedans, et donc dire toutes les librairies dont je vais avoir besoin. Donc là, je dis que je vais avoir besoin de la dépendance Falso, ma librairie. Je lui donne la version qui m'intéresse. Je lance une commande pour dire
installe-moi toutes les dépendances dont j'ai besoin. Une fois que c'est fait, je peux retourner dans Bruno et je peux faire mon require de cette librairie-là, aller chercher toutes les fonctions de cette librairie et puis m'en servir plus bas. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends l'objet rec pour la requête, je set dynamiquement un body et je lui donne toutes les informations dont je vais avoir besoin. Ici, on voit une fonction qui ne vient pas de la librairie. Je l'ai codée moi-même en dessous. Donc j'ai besoin de cette fonction-là pour créer dynamiquement mes ID, que ça respecte un certain pattern. Donc je peux créer des fonctions, des fonctions à l'intérieur de mon script et m'en servir aussi. Plus intéressant, je peux exporter ces fonctions-là dans d'autres fichiers et les importer comme si c'était des librairies. Comme ça, j'organise un petit peu mieux mon code, et si celle-ci elle est utile dans d'autres requêtes, eh ben, c'est codé à un seul endroit, et puis je peux l'importer partout. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai exporté ces fonctions-là dans un fichier de ma collection, et si je regarde l'exemple avec l'import de cette librairie-là, eh ben, je peux faire de la même façon. Donc là, je l'ai mis dans un dossier /lib avec un fichier qui s'appelle transform. Je vais chercher cette méthode-là, et je peux l'utiliser ici, et elle n'est plus codée dans ma partie script ici. Et je peux aller encore plus loin et créer une autre fonction qui fait carrément tout le travail de génération d'un film aléatoire à poster, et je l'ai codé de sorte à ce que je lui passe un objet, tout ce que je mets dedans, et ben, ça va surcharger les valeurs par défaut et me créer dynamiquement des films. Voilà un peu pour la partie script et librairie. Donc on a vu qu'on pouvait créer des scripts qui pouvaient s'exécuter avant ou après l'appel de nos API, qu'on allait pouvoir manipuler des variables de manière programmatique et de manière déclarative. Donc là, manière programmatique, manière déclarative, ça c'est ce qu'on a vu tout au début. On a vu qu'on allait pouvoir ajouter des librairies, qui avait une liste de librairies préintégrées, mais qu'on pouvait ajouter facilement des librairies externes. Et là, vous pouvez remarquer le petit astérix, parce que c'est possible avec Postman, mais pour ceux qui ont déjà essayé, ça tient plus du hack que vraiment de la feature disponible. Je vous laisserai regarder, pour les curieux et curieuses, comment faire sur Internet pour ajouter une librairie externe à Postman. Ok, on souffle un peu, j'ai été vite, on a vu plein de choses déjà. Maintenant, on va parler un peu de tests. On a vu qu'on pouvait coder des scripts, exécuter du code. Qui dit exécuter du code dit, potentiellement, on va pouvoir vérifier des choses. Qui dit vérifier des choses dit test automatisé. Donc on va pouvoir faire des tests automatisés dans Bruno et vérifier les comportements de nos API, et qu'on ne casse rien si on rajoute des évolutions, qu'on fait du refactoring ou de la MCO. Chaque test va être appelé à chaque exécution de requête, après l'appel de la requête. Bruno utilise la librairie d'assertion Chai, donc pour ceux qui connaissent, c'est déjà ça de gagné. Mais potentiellement, on pourrait en ajouter une autre, puisqu'on peut importer facilement des librairies, on l'a vu juste avant. Et on va avoir une interface en ligne de commande qui va être disponible et qui va nous permettre de faire exactement la même chose que ce qu'on va voir juste après pour exécuter les tests. Et ça va être très pratique pour mettre ça dans nos pipelines et éventuellement agir en conséquence de si un de nos tests échoue. Et pour coder des tests, à l'instar des variables, on va avoir deux façons de faire. Soit une façon programmatique, je vais le montrer juste après, donc je passe un peu vite sur cette slide, soit de manière déclarative. Alors, c'est parti pour la démo. Hop, les tests. Donc là, je requête une liste de films, j'exécute, j'ai codé quelques tests, ou deux, j'étais un peu feignant. Le mot-clé test ici nous permet de décrire l'intitulé de notre test. Donc là, je veux que le statut corresponde à un statut 200. Le mot-clé expect ici nous dit je m'attends à ce que le statut de ta réponse soit égal à 200. Deuxième test, je veux récupérer une liste de films. Je m'attends à ce que le body soit un tableau. Il y a plusieurs façons de faire. Là, c'est une implème comme une autre. J'ai exécuté, et là, sur la partie de droite, en haut à droite, il y a un onglet test qui me dit, bah voilà, il y a eu 2 tests d'exécuter, et le détail, 2 sur 2, je vois que mes 2 tests sont au vert et se sont bien passés, et si je veux le faire casser exprès pour vous montrer, si ça ne passe pas, c'est au rouge, et ça me dit pourquoi c'est au rouge. Première façon de faire, de manière programmatique. De façon déclarative,
je vais aller dans l'onglet, pas test, mais assert cette fois-ci. Et là, c'est une manière un peu plus visuelle de déclarer nos tests et qui peut être plus facile à comprendre pour certains. Je vais écrire mon expression JavaScript sur la gauche, choisir un opérateur et une valeur éventuellement si j'en ai besoin. Donc là, je dis le statut de ma réponse égale à 200. Ici, j'ai mon body. Donc je veux que mon body, ça c'est du JavaScript pour dire est-ce que c'est un tableau. Je veux que mon body soit un tableau et que ce soit vrai. J'exécute, comme tout à l'heure dans la partie test. Je retrouve cette fois-ci dans la partie assertion le résultat de mes tests, et si je le fais casser. Si je le fais casser comme tout à l'heure, et que j'exécute, ça passe au rouge. Maintenant, donc là c'était des tests très très basiques. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la partie test, rapidement parce que le temps file, globalement je vais pouvoir coder la majorité de mes tests dans l'onglet assert. On va dire les tests un peu faciles, mais qu'on a envie souvent de vérifier sur les API, le statut, le temps de réponse, etc. Pour les tests un peu plus poussés, par exemple du contract testing, qu'on aime bien faire sur les API, c'est-à-dire vérifier que ce que j'ai eu en réponse, ça correspond bien avec le contrat auquel moi je m'attends et avec lequel j'ai envie de travailler, et ben je peux faire de cette façon-là. Soit un peu à la barbare, où je vais faire champ par champ et vérifier, là j'ai bien un objet, j'ai bien une propriété titre, elle vaut tant, etc. etc. Soit une façon un peu plus smart, je dirais, où je vais me servir d'une librairie. Ici, je me sers d'AJV, qui est préintégré dans Bruno, et qui me permet de faire justement des tests de validation de schéma. Donc je décris mon schéma ici. Je n'ai pas mis tout le schéma pour que ce soit plus facile à lire, mais voilà, j'ai un schéma. Je m'attends à ce que ce soit un objet de type, que ce soit un retour de type objet. Je décris certaines propriétés. Je veux que la propriété directeur soit de type string, release string, etc., etc. Et je peux décrire beaucoup plus de choses que ce qu'il y a ici. Si vous voulez regarder la doc AJV, il y a plein de choses. Et ensuite, je vais valider mon schéma et vérifier que ce schéma est bien valide. J'exécute, je vais voir mes tests, là tout est OK. Si je fais casser volontairement mon contrat en disant en fait, moi ce que je m'attends, c'est stupide, hein, mais que le directeur soit de type number. J'exécute, là ça me dit c'est cassé, et dans la console, je vais cleaner un peu tout ça, dans la console, ça va me donner un tableau en me disant le directeur que tu as récupéré, tu t'attends à ce que ce soit un nombre alors que c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà un peu pour les tests. Et après, non seulement ça s'exécute à chaque appel de la requête, mais je peux aussi forcer l'appel et l'exécution de toutes mes requêtes de la collection via l'interface en ligne de commande. Alors, hop, j'ai préparé des scripts avec l'outil Bru, qui est donc la CLI dont je parlais tout à l'heure. Tout ce que je dis, c'est que je vais lancer le dossier dans lequel je me trouve actuellement. Je vais sélectionner l'environnement localhost. L'environnement localhost, c'est celui que j'ai choisi ici. Je vais donner des variables d'environnement supplémentaires dont il va avoir besoin, notamment l'utilisateur et le mot de passe, parce que comme on les a déclarées en secrète, elles sont disponibles nulle part dans notre collection, elles sont privées, et donc il n'est pas capable d'aller les lire, donc je suis obligé de lui préciser. Et je vais exécuter ça. Et je vais lancer plutôt run collect, qui est exactement la même que tout à l'heure, mais je vais demander en sortie d'avoir un bilan de mes résultats de test. Donc là, j'exécute tout. Bon, l'effet démo n'est pas incroyable, mais là, on voit à peu près que toutes les requêtes de ma collection ont été exécutées. À la fin, ça me dit, tu as eu 16 requêtes d'exécutées, 6 tests de passé, 5 assertions, tout est au vert, tout s'est bien passé. Et j'ai un fichier, run collect result, donc on ne va pas détailler parce que c'est horrible, un gros fichier qui nous fait le résumé de tout ce qui s'est passé dans les tests, mais ça c'est hyper pratique à utiliser dans les CI pour avoir un visuel, quelque chose de plus compréhensible pour un être humain. Donc voilà pour la partie test, si je retrouve mes slides ce sera cool. Voilà pour la partie test dans Bruno. 10 minutes, je suis dans les temps. Et je crois que j'ai plus de démo, donc je peux me lever. Je bois un coup, on souffle, on a fait le plus dur, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour la partie collaboration. Comment est-ce qu'on va collaborer autour de nos collections avec Bruno? Avec Postman, on a dit qu'il fallait se... Je vais me mettre par là. On a dit qu'il fallait se connecter et toutes les requêtes sont synchronisées dans le cloud et si on travaille en équipe
sur une collection, c'est plutôt pratique. Dès que j'en modifie une, c'est synchronisé, et une personne qui regarde en même temps, il voit directement la collection, la requête mise à jour. On a dit qu'avec Bruno, c'était du 100% en ligne, que tout était fiché, donc comment est-ce qu'on va faire? La bonne vieille méthode de la gestion de version. C'est hyper pratique. Comme tout est fiché, on va pouvoir faire de la gestion de version avec notre outil favori, par exemple le Git. Et donc pousser nos modifications, avoir du suivi de gestion de version, les autres vont pouvoir récupérer, mettre à jour, etc. etc. Comme vont travailler de manière classique les développeurs. On peut aussi faire de l'import-export de collections directement via l'interface Bruno. Donc là, je peux exporter ma collection, la filer à quelqu'un d'autre, mais globalement, si vous savez faire de la gestion de version, c'est plus pratique de travailler comme ça. Ok, Alan, ta présentation m'a séduite sur Bruno et j'ai envie d'essayer. Sauf que j'ai une collection qui fait déjà 500 requêtes avec Postman. Comment est-ce que je peux faire? Bruno, pour attirer du monde, ils ont mis en place des outils pour faciliter une migration depuis Postman. Donc il y a, par exemple, je peux importer ici une collection et choisir des collections de type Postman ou Insomnia. Donc c'est-à-dire que je vais exporter ma collection depuis Postman, l'importer directement dans Bruno, et puis lui, il essaie d'adapter ce qu'il y a besoin d'adapter, notamment la partie script, puisque on n'écrit pas les mêmes scripts dans Postman que dans Bruno. Donc c'est plutôt pratique. Dans les faits, ça marchote. J'ai essayé de faire l'exemple avec la même collection que j'ai codée que j'ai écrit dans Postman. J'ai fait l'import dans Bruno. Ça a plutôt bien marché, mais dans les faits, j'ai quand même dû faire quelques adaptations. Donc j'imagine que pour une grosse collection avec beaucoup de requêtes, il y a quand même un temps non négligeable à prévoir pour faire une migration. Vous avez utilisé Bruno, ça ne vous a pas séduit, vous préférez revenir vers Postman parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui vous plaisent plus. Là, bonne chance, comme on dit. Autant Bruno va vous favoriser le travail pour faire venir les gens qui travaillent chez Postman vers Bruno, mais il ne va pas vous aider pour aller vers Postman. Et Postman, pour l'instant, il s'en fiche un petit peu parce que le marché de Bruno est trop petit, donc ils ne vont pas passer du temps à faire du tooling pour vous aider à passer de Bruno vers Postman. Donc là, il faut repartir de zéro, concrètement. J'ai dit que c'était open source, Bruno, mais il y a quand même quelques features qui vont être payantes. Tout ce que je vous ai montré là, c'était de l'open source, donc vous pouvez ce soir vous amuser à la maison, à jouer avec Bruno, tout ça c'était open source. Mais il y a certaines parties qui vont être payantes. Je vais aller vite sur les slides, je les partagerai, je ne sais pas comment, mais je les partagerai. J'ai mis quelques screens du prix de Bruno qui ont évolué depuis mars cette année, et ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a une version Pro, une version Ultimate, 6 $ par mois pour la Pro, 11 $ pour l'Ultimate par mois aussi, par utilisateur. Il y a encore un mois, c'était un véritable argument, le prix par rapport à Postman, parce que je l'ai prise il y a 2 mois et j'ai payé ma licence. Si je reviens sur les prix de septembre, c'est 19 $ par utilisateur, mais c'est une licence perpétuelle. C'est-à-dire que là, je l'ai à vie, Bruno, et j'ai payé seulement 19 $. Donc là, c'était un super argument, le prix. Maintenant, ça commence à se rapprocher du comportement et des prix de Postman. Donc c'est licence perpétuelle, avec 2 ans de mise à jour continue. Bon, j'en parle pas plus parce que c'est plus le cas, donc ça sert à rien de vous montrer ça. Il y a les prix de Postman. Faut savoir que si on travaille en environnement professionnel, il faut plutôt la version Pro pour pouvoir commencer à faire des choses un peu marrantes. Donc c'est toujours moins cher Bruno, mais ça a tendance à se rapprocher tout doucement des prix de Postman. La version Golden, le premier prix, la première version payante, il y a quelques features qui sont quand même sympas. C'est pas forcément obligatoire pour travailler avec Bruno, mais on va pouvoir éditer directement les fichiers dans l'interface. Donc plutôt que modifier les requêtes comme on a fait, je peux ouvrir en fait concrètement le fichier .bru et travailler de cette façon-là. Certains fichiers vont être masqués dans Bruno avec la version gratuite. Par exemple, les librairies, les fichiers .js que j'ai fait pour exporter les fonctions, ça c'est masqué, je suis obligé de repasser sur mon IDE pour les coder, je ne les vois pas dans Bruno, sauf en payant. Je vais avoir une interface graphique pour m'assister dans la gestion de version, et je vais pouvoir faire
l'API spec. Je vais vous montrer à quoi ça correspond, pour ceux à qui ça ne parle pas. Ici, j'ai une spécification OpenAPI qui décrit comment doit se comporter mon API. Et du coup, j'ai une visualisation. Je peux travailler sur ma spec OpenAPI. Et puis sur la droite, je vois la description de mes requêtes et ce qu'elles font. Bon, c'est sympa, mais franchement, tout ça, c'est pas forcément nécessaire pour travailler. Alors, Bruno, Postman Killer ou pas Postman Killer? Oui, pour certaines raisons. C'est un peu personnel, mais le 100% hors ligne, je trouve ça super bien. C'est vraiment pratique. Par exemple, j'ai pu terminer un petit peu de rebosser ma presse dans le train hier, donc c'était super pratique. C'est en partie open source, et ce qui est vendu, c'est que toutes les fonctionnalités qui sont aujourd'hui open source, elles seront pour toujours open source sur le produit. Tout est fichier, donc là, je peux faire de la gestion de version, et en tant que développeur, c'est pareil, c'est super bien pour moi. On va pouvoir ajouter facilement des modules externes, des librairies JavaScript. La déclaration des variables peut se faire de manière... la création de variables, pardon, peut se faire de manière déclarative. Pareil pour les assertions, donc les tests automatisés. Et ça n'existe pas dans les autres outils, mais je trouve la feature plutôt sympa. Et c'est surtout orienté développeur. Comme dans tout dans le monde du dev, oui, mais, bien sûr. Donc Postman Killer, oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnalités dans Bruno pour l'instant. Alors, ce qui est complètement normal, parce que c'est beaucoup plus récent, les équipes de Postman sont beaucoup plus conséquentes, il y a beaucoup plus de budget, donc c'est normal. Le produit est encore peut-être un peu jeune, mais ça peut quand même, je pense, s'utiliser en entreprise. D'ailleurs, j'essaie de pousser ça un petit peu chez mon client pour qu'on puisse faire des tests. Globalement, la doc est plus pauvre que celle de Postman, enfin, beaucoup plus pauvre. Là, en fait, dans le condensé, j'ai été un peu vite, mais on a quasiment fait toute la doc de Bruno. Donc là, vous voyez à peu près toutes les fonctionnalités qu'il y a. Si je vais faire la même chose avec Postman, j'en aurai pour quelques heures. Ça a été développé par une seule personne. Cet argument tient un peu moins la route maintenant parce qu'ils sont 5, en comptant le Bruno, le Golden Retriever, qui est leur Chief Office Happiness. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a certains... C'est pas parce que c'est développé par une seule personne et qu'il y a une petite communauté que c'est pas un produit qui va marcher. Par exemple, Vue.js a été développé par une personne et avec l'essor du produit et l'engouement de la communauté, c'est un produit qui s'est lancé et maintenant c'est utilisé en entreprise et plus personne ne doute d'utiliser ce framework-là, par exemple. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Bruno. Toute la communauté s'emballe et les gens travaillent sur le projet qui est open source et ajoutent des fonctionnalités. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le dernier, oui mais non, orienté développeur, je l'ai mis des deux côtés parce que Postman, ça a quand même, par exemple, la synchronisation dynamique des requêtes, ça c'est super bien pour travailler avec des personnes qui ne sont pas capables, qui ne connaissent pas la gestion de version, par exemple. Donc chez mon client, on utilise Postman parce que nos PO travaillent sur les requêtes aussi, et c'est un peu plus compliqué pour des personnes qui n'ont pas un background de développeur de partager des requêtes avec de la gestion de version. Avant de se quitter, vous avez envie d'aller un peu plus loin avec Bruno, quoi de mieux qu'un TP? J'ai créé un workshop Bruno un peu gamifié sur l'univers de Star Wars. Vous rejoignez la Résistance et vous faites la guerre contre l'Empire. Et l'idée, c'est de battre l'Empire. Et pour battre l'Empire, il va falloir découvrir le nouvel outil de la Résistance, Bruno, créer des requêtes, créer des tests, etc. Et finalement battre l'Empire. Il y a un QR code pour aller sur le GitHub avec le workflow. N'hésitez pas à faire des retours sur ce TP si vous essayez. Et ne regardez pas ce QR code parce que ce n'est pas le bon. Je crois qu'il y a un QR code sur les badges si vous voulez accéder à l'open feedback. C'est super cool en tant que speaker d'avoir des retours de ceux qui ont pu suivre les conférences. Donc si vous avez aimé, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, ne le dites pas. Non, je déconne. Si vous n'avez pas aimé, dites-le, mais dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé et qu'est-ce que vous auriez aimé comme amélioration dans ce talk-là. Et si vous avez aimé, dites aussi pourquoi. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que je peux même encore améliorer? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, il n'y a plus le temps. Merci. Non, J'étais bien. J'ai pas le temps pour des questions, du coup. Si vous avez des questions, je suis là aujourd'hui sur le stand. Même maintenant, n'hésitez pas.